Le décor étant planté, revenons au temps présent, soit 18 ans après l'éclipse. Les jumelles, Miko et Aiko, ont bien grandi, et leur caractère s'est également affirmé. Ce sont à présent de très jolies jeunes femmes. Aiko est l'incarnation de la gentillesse, un véritable modèle d'empathie, toujours prête à porter secours à son prochain, avec toutefois une certaine réserve et dotée d'une grande intelligence, lui conférant cette capacité d'analyse avant d'entreprendre toute action, à l'instar de sa sœur, beaucoup plus rebelle, boudeuse et centrée sur elle-même, plaçant ses intérêts avant toute autre chose et ayant un attrait pour tous les sujets futiles. Et quand son attention n'était pas focalisée sur sa personne, elle se nourrissait de l'actualité, ou plutôt des ragots, lui provenant du palais. Rien ne lui échappait. Tout en étant très différentes malgré leurs troublantes ressemblances, elles avaient toutes deux un objectif commun. Trouver leur prince charmant. Pour Miko, ce prince avait déjà un nom et un visage. Il s'agissait de Gorou, qui, suite à la disparition du prince Oshi, avait été élevé au rang de nouveau prince héritier. Dans l'esprit de Miko, cela était devenu une évidence, qui au fil du temps s'était transformée en certitude. Depuis qu'elle l'avait vu à la précédente célébration de Nisoku, elle était littéralement tombée sous son charme, lors du tournoi des champions. C'est vrai qu'il avait fière allure dans son armure constituée de pièces de cuir verni, de couleur rouge, sans oublier son masque en forme de tête de dragon, connu aussi sous le nom de Menpo, qui faisait frémir l'ensemble de ses adversaires. De plus, il ne faisait preuve d'aucune clémence vis-à-vis d'eux. Une victoire n'était pas suffisante pour lui. Seule comptait l'humiliation complète et totale de son opposant. D'ailleurs, son charme avait également touché Aiko, mais elle préférait garder cette information pour elle. Le contenu de son cœur serait un secret qu'elle conserverait et ne partagerait sous aucun prétexte. Toutefois, ce que toutes deux ignoraient, c'était le surnom dont les gens l'affublaient et qui circulait au sein du château. Ce surnom n'était autre que l'usurpateur. Et pour l'impératrice, cela ne faisait aucun doute. Du reste, beaucoup prétendent que ce surnom trouverait son origine de la bouche de cette dernière. Malgré le temps qui s'était écoulé, la blessure de la perte de son fils adoré, Oshi, ne s'était jamais refermée. Pour elle, il ne faisait aucun doute. Gorou avait tout orchestré afin d'évincer son fils, mais elle n'avait aucune preuve pour appuyer sa théorie, car aucun n'avait survécu à ce malheureux événement, et donc personne n'était en mesure de contester la version de Gorou. En l'absence de témoins, l'impératrice devrait donc vivre avec cette vérité. Par une belle journée, avec toutefois un léger vent, les deux sœurs se rendirent en ville afin de faire des achats, en vue des festivités à venir. Et détail qui a son importance, toutes deux s'étaient parées de leurs plus belles tenues. Secrètement, elles espéraient croiser Gorou et qui sait, pourrait-elle essayer de gagner son cœur. Chemin faisant, elles passent de boutique en boutique, pleines d'insouciance et enivrées à l'idée de rencontrer l'élu de leur cœur, à tel point qu'elles en oublient les recommandations de leur mère. Et au détour d'une ruelle, ces paroles leur revinrent à l'esprit comme un boomerang. Soyez toujours sur vos gardes lorsque vous êtes en ville. Ne suivez pas d'inconnus et ne vous aventurez pas dans des endroits peu fréquentés, où vous retrouveriez isolé et risqueriez de faire de mauvaises rencontres. Et cela n'est pas souhaitable pour de jeunes demoiselles. Et pile à ce moment, se dressèrent devant elle deux individus peu recommandables. Tapis dans l'ombre et attendant le bon moment pour agir, ils avaient observé les jumelles sortir des pièces d'or de leur bourse et effectuer des achats et encore des achats. Et cette bourse ne semblait jamais se tarir.
ce qui aiguisa leur appétit. 2 femmes sans défense. Il serait très facile pour eux de récupérer ce fabuleux et facile butin. Aiko, qui avait cette intelligence d'esprit et cette vivacité, comprit très vite ce qui se passait et réalisa que dans leur euphorie, elle s'était éloignée des rues fréquentées. À présent, il était trop tard pour les reproches. Il fallait agir, et vite. Miko, de son côté, eut pour réflexe de se placer derrière sa sœur, la laissant seule face au danger de ces 2 hommes. Elle eut alors la mauvaise surprise de réaliser qu'ils n'étaient pas 2, mais 3, lorsque 2 mains vinrent se poser sur ses épaules. Elle hurla de toutes ses forces afin d'attirer l'attention. Le bandit qui la saisit plaça immédiatement sa main sur sa bouche, étouffant ainsi ses cris, et lui demanda de se taire ou n'hésiterait pas à faire usage de la force. « Donnez-nous tout votre or et nous partirons !» déclara le bandit qui tenait Miko. « Oui, bien sûr, tenez, prenez tout !» répondit Miko. Ayant pris possession de la bourse de Miko, il relâcha son étreinte. Aiko, de son côté, fit semblant de laisser tomber un objet au sol et saisit par la même occasion une poignée de sable. Et à partir de là, tout alla très vite. Elle jeta le sable au visage des 2 bandits, courut vers sa sœur, qui, voyant cela, profita de l'occasion pour se dégager, et les 2 prirent la fuite avec les bandits à leur trousse. Malheureusement pour elle, leur fuite fut de courte durée. Dans son empressement, Miko se foula à la cheville et tomba au sol, incapable de faire un pas de plus. Aiko aurait pu laisser sa sœur à son funeste destin et s'enfuir, mais pour elle, la famille passait avant tout. Jamais elle n'abandonnerait sa sœur. Elle s'arrêta, scruta les environs. Elle se trouvait dans un cul-de-sac. Aucune échappatoire possible. Elle serra les poings malgré sa frêle apparence. Elle ne se rendrait pas facilement. Les bandits avancèrent vers elle. Ils avaient compris que la situation tournait à leur avantage. C'est alors que, sortie de nulle part, apparut derrière eux une ombre. Non, un homme, qui avait plutôt l'apparence d'un vagabond. Il portait une longue cape avec une capuche qui cachait son visage, avec à la main un long bâton en bois au bout duquel se balançait son baluchon. Les bandits se retournèrent quand ils prirent conscience de sa présence. Celui au visage le plus effrayant avec une énorme cicatrice qui traversait tout son visage et qui semblait être le chef prit la parole. « Oh vagabond, quitte ces lieux si tu ne veux pas qu'il t'arrive des problèmes. Ce qui se passe ici ne te regarde pas. » Le vagabond ne dit pas un mot et commença à retirer son baluchon de son bâton et le posa délicatement au sol. Ce faisant, sa cape se souleva légèrement, ce qui laissa apparaître au niveau de sa taille un objet qui semblait ressembler à un katana. Cela n'échappa pas aux bandits. Ils commencèrent à l'encercler, et là, dans un ballet d'une beauté mélodieuse, les coups plurent sur les bandits. Et en un moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils prirent la fuite, sans demander leur reste. Dans toute cette confusion, ne restait que la bourse de Miko sur le sol. L'inconnu s'avança vers elle pour l'aider à se relever, et elle se mit immédiatement à hurler. « Ne me touche pas, tu es sale! Tu es un vagabond! Comment oses-tu? Tu ne me touches pas !» Sa réaction fut surprenante, proche de l'hystérie, ce qui provoqua une gêne chez Aiko. Le vagabond, au vu de cette réaction, reprit son baluchon sans rien dire et prit la direction opposée. Aiko, qui était restée muette tout au long de son intervention, brisa son silence et lui dit « Attendez, nous tenons à vous remercier. Excusez l'attitude de ma sœur, cela est dû au fait qu'elle soit encore sous le choc. Vous nous avez sauvé la vie. » Et elle lui tendit 5 pièces d'or qu'elle sortit de sa bourse. L'inconnu qui s'était arrêté pour écouter son discours leva juste sa main sans se retourner, lui indiquant que c'était avec plaisir et qu'il n'attendait rien en retour. Aiko courut et le contourna pour lui faire face. Malgré cela, elle n'arrivait pas à voir son visage car sa capuche couvrait ses yeux, ne laissant apparaître que sa bouche. « Vous refusez mes pièces, mais dites-moi votre nom et laissez-moi voir le visage de l'homme qui nous a sauvés. » L'inconnu marqua un temps. Seul était audible le vent qui soufflait, faisant voler des filets de poussière, couplés au gémissement de Miko. Il descendit sa capuche, et là,
Les deux sœurs furent comme hypnotisées. Il y avait en effet de quoi. Sous cette capuche se cachait un regard doté d'une expressivité et d'une profondeur troublante. Mais au-delà de cela, il était d'une beauté incroyable. Ses traits d'une finesse rare contrastaient avec son apparence générale. Il réunissait à lui seul les ingrédients suffisants pour décontenancer les deux sœurs et surtout réussir l'exploit de mettre temporairement fin aux complaintes de Miko. Il prit enfin la parole et d'une voix grave et profonde répondit à Aiko. « Vous pouvez m'appeler Dada. » Les deux sœurs reprirent en écho. « Dada. » Elles étaient visiblement plus troublées par cette rencontre que par la mésaventure qu'elles venaient de vivre. Et elles regardèrent Dada disparaître au bout de la rue. Certes, il est mignon, mais il est sale, et c'est un vagabond, répondit Miko entre deux complaintes. Miko, peux-tu arrêter de juger les gens sur leur apparence? Il est sale, et alors? Il est surtout d'une bravoure exceptionnelle, et malgré son dénuement, il n'a pas accepté les pièces d'or. Il est clairement une belle personne au cœur pur, et dans ses yeux, j'ai pu voir beaucoup de tristesse. C'était émouvant. Touchant. Ma sœur, tu t'égares. Un vagabond reste un vagabond. Il n'appartient pas à notre rang. Bon, rentrons, j'ai très mal.